C'est l'histoire du laurier sauce qui occupe l'angle... Ça de E. C'est l'histoire du laurier sauce qui occupe l'angle nord dans le jardin de Colette. Transplanté là il y a une douzaine d'années, il a depuis longtemps oublié ses origines méditerranéennes. Il peut même se flatter d'être devenu un magnifique arbuste, une boule dense de 3 mètres de haut et 2 mètres de large au plus épais de sa frondaison. Il s'interroge sur ce qui serait advenu sans les soins attentifs et experts du jardinier qui le débarrasse régulièrement de ses rameaux atrophiés ou morts. Le jardinier auquel il doit de subir chaque hiver, pour son plus grand contentement d'arbustes domestiqués, une taille sévère destinée à consolider sa charpente. Dans ce coin du jardin, le laurier trouve des conditions idéales pour son épanouissement et il produit au printemps profusion de pousses et abondance de feuillage. Il comprend dans ce que le jardinier lui explique, tandis qu'il joue du sécateur et de la cisaille, combien ce coin de jardin, où la terre est riche, l'ensoleillement parcimonieux, combien cet angle abrité du vent par le mur de la maison lui est bien plus favorable que l'endroit où il a été prélevé dans un jardin ouvert à tous les vents, dans la plaine de Cavaillon. Là-bas, ses congénères souffrent de la sécheresse que le Mistral accentue en ajoutant son prélèvement d'humidité à l'évaporation quotidienne absorbée par le soleil. Certes, pour agréable que soit son implantation, elle a son pendant de petits désagréments. Car dans cette région du nord de l'Isère, où le laurier s'enracine chaque jour avec plus de satisfaction, il a dû apprendre à souffrir de l'invasion au dos de ses feuilles de milliers de coques noires et gluantes qui hébergent les larves de cochenille au printemps. Malgré le traitement que Colette lui applique avec soin et beaucoup de patience, ce fléau anéantit son sentiment de bien-être. Et à cause de cette invasion, qui altère sa belle physionomie comme une acné, les passants se limitent à caresser ses branches qui franchissent le muret de la rue, sans jamais y prélever une grappe de feuilles fraîches. Et le laurier de Colette, si fier d'être devenu un splendide arbuste d'ornement, se lamente du mépris que les habitants du voisinage témoignent pour la saveur de ses feuilles. Voilà, la suite. Voilà. C'est l'histoire d'Omar, aujourd'hui jardinier de profession, autrefois livreur de pizza à la capitale. Un jour, il en a eu marre, Omar, des trottoirs étroits et de la calzone halal, marre des feux rouges et marre de Marie, sa petite amie. Alors il est parti, n'emportant avec lui que ses effets personnels les plus indispensables et l'adresse d'une petite maison à louer dans le nord de l'Isère. La maison est petite, 50 mètres carrés à tout casser, mais Omar s'y sent peinard, et s'il n'a pas encore noué des liens amicaux avec ses voisins, c'est que bien souvent il préfère à la compagnie de ses semblables celle silencieuse et docile des arbres. On sonne, Omar ouvre. Aussitôt, un pied vient se caler dans l'embrasure. Sans un mot, Marie entre dans la maison, se déchausse. La voilà qui furette de la cuisine à la recherche du café, du sucre, d'un petit quelque chose à se mettre sous la dent. À présent, la radio diffuse en continu des chansons mièvres. Les tiroirs du buffet sont ouverts, leur contenu répandu, à même le sol. Un mégot taché de rouge finit de se consommer sur le rebord de la table. Omar s'indigne, menace, supplie. La silhouette fine de Marie continue imperturbable dans la maison sa danse mystérieuse. Déjà, les yeux lui piquent et de rage et d'impuissance, sa voix ne sort plus. Désemparé, il choisit de s'enfermer dans sa chambre, mais elle est déjà là, qui l'attend. Affalée sur le lit, sa robe rouge retroussée jusqu'aux fesses. Il lui attrape le bras, la secoue, la pousse. Impassible, elle se laisse malmener, sans même un geste pour se protéger des coups qu'il lui donne. La tête renversée, la bouche ouverte et barbouillée de rouge, un filet de bave lui coule sur le menton. C'est une chienne, pense Omar, qui détourne ses yeux et la lâche. Alors les bras de Marie s'accrochent à son cou et l'attirent contre elle. Sa bouche se colle à son torse. D'un geste, Omar se dégage de son étreinte et sort en courant. Dehors, l'air est encore suffocant. Omar déambule au hasard des rues. Tout à coup, il sent une force derrière lui qui l'empêche d'avancer. Essoufflée, Marie lui agrippe le bras. Ses yeux implorants semblent chercher dans ceux d'Omar quelque chose, un signe. La voilà qui lui crie son amour. Les mots jaillissent obscènes de sa bouche et de son corps. Son indécence est telle qu'Omar comprend enfin pourquoi la tragédie antique lui fait peur, et son souffle si puissant qu'en frémissent les feuilles de laurier de Colette qui dépassent du muret, Omar l'aurait juré.
C'est l'histoire de Jules qui va promener son chien le soir à la tombée de la nuit. Jules est marié à Josépha. Ils habitent au premier étage d'une maison trapue à la pierre ocre et aux tuiles roses près de l'église, une bâtisse construite sous l'Ancien Régime, pleine de charme. Mais une maison sans jardin. C'est le désespoir de Josépha. Pas de jardin. Pas le moindre carré de... Pas de jardin comme la plupart de leurs voisins. Pas le moindre carré de terre où ils pourraient cultiver des légumes, planter des herbes, élever quelques poules et lapins. Car Josépha se pique d'être une bonne cuisinière. Il faut goûter son lapin au thym et à l'ail confit, sa fricassée d'escargot, au vin blanc et à la mie de pain, ses cardons farcis. Jules préfère se taire quand Josépha aborde le sujet du jardin. Il préfère prendre sa casquette, bourrer sa pipe et sortir avec son épagnole faire le tour du village, aller jusqu'à la fontaine, ou plus bas jusqu'au champ de foire, agrémenté d'un kiosque à musique, ou encore pousser jusqu'au jardin de Colette, sur la route de Carpentras. Colette, c'est le 12e sujet de colère de Josépha. Une traînée qui fait les yeux doux aux gars du village, jeunes et vieux. Elle ne fait d'ailleurs pas la différence, cette mijaurée. Une Parisienne qui a gagné de l'argent, on ne sait comment, que je ne te vois jamais lui adresser la parole. Pourtant, c'est là que se rend Jules chaque soir, faisant courir son chien devant lui, en lui lançant un os en caoutchouc. Colette habite une maison à la sortie du village, entourée d'un grand jardin luxuriant. On la voit souvent, en tablier et chapeau de paille sur la tête, arroser les sillons débordant de légumes, les bouquets de géranium ou tailler ses rosiers. Quand il passe devant ce jardin magnifique, le plaisir de Jules, c'est de cueillir quelques feuilles du grand laurier près de la grille d'entrée qui déborde sur la rue. Et lorsqu'il est de retour chez lui, il faut l'entendre dire à Josépha : « Tiens, du laurier pour tes plats, mais sans doute du poison. Ça pousse dans le jardin de la Parisienne. » C'est l'histoire de Colette, une intellectuelle parisienne et sexy, exilée dans le nord de l'Isère. Elle n'a jamais connu son père, mais sa mère lui a raconté 1000 fois sa rencontre avec ce bel Italien de Florence sur la Piazza della Signorina, le jour de ses 19 ans, qui lui a laissé un faux nom et un embryon dans le ventre. C'est à cause de ce père mythique et inconnu que Colette se passionne à l'adolescence pour la littérature italienne. À l'âge de 23 ans, elle commence une thèse sur le mythe de Daphné dans la poésie pétrarchiste au XVIe siècle en Europe. Daphné, cette nymphe qui fut changée en laurier pour échapper aux ardeurs d'Apollon. Malgré la beauté bleutée de ses yeux légendaires, Colette n'a presque jamais eu d'amant, préférant à la compagnie des hommes trop souvent médiocres et vulgaires celle des poètes défunts. Elle est néanmoins amoureuse en secret de son directeur de thèse, d'un amour aussi réciproque que platonique. Elle est particulièrement émue par son crâne vaste et dégarni, sous lequel s'anime tant de savoir. Mais au cours de sa 5e année de thèse, elle apprend que son directeur est mort brutalement des suites d'un AVC. Quelle n'est pas sa surprise lorsqu'elle découvre qu'il l'a nommé communique légataire, un sacré pactole. Pour fuir ses souvenirs parisiens, elle s'achète avec cet argent une maison dans un petit village du nord de l'Isère, où elle tente en vain de faire son argent. Aussitôt installée dans sa nouvelle maison, elle plante dans un angle du jardin un laurier sauce. Lorsque les beaux jours arrivent, elle passe ses journées à lire et relire le Canzoniere, à l'ombre du laurier que son jardinier bichonne. Voilà 12 ans qu'elle vit dans la mélancolie. La joie de vivre semble l'avoir désertée pour toujours. Parfois, en fin d'après-midi, un petit hérisson s'arrête au pied du laurier sauce et lui tend son museau. Elle récite alors à la petite boule de piquant la double sextine du Canzoniere qu'il semble écouter avec délectation. C'est l'histoire de Josépha, une paysanne bornée et dépourvue de charme, qui n'est jamais sortie de son petit village dans le nord de l'Isère. Depuis toute petite, elle veut devenir chasseuse de caribous, comme son père. À 15 ans, sa mère lui avoue en désespoir de cause qu'il était camionneur. Mais il est trop tard. La robuste jeune fille va vivre seule dans la forêt. Elle passe ses journées à poser des pièges et à écouter les oiseaux, à l'affût de ce cri si majestueux et si profond, typique du caribou. Elle est devenue incollable sur les va-et-vient des bêtes. Le martinet
se réveille toujours un peu avant 6 heures. Le hibou prend son envol vers 9 heures du soir en été. La marquise sort à 5 heures. Ses rêves se brisent lorsqu'elle apprend que le caribou est absent de l'écosystème du nord de l'Isère. Elle se reconvertit dans la menuiserie et vit de petites réparations chez les villageois. C'est comme ça qu'elle rencontre Marie, la garde-chasse. Le coup de foudre immédiat. Mais encore une fois, Josépha se voit refuser une vie heureuse et paisible. 2 ans plus tard, elle remarque que Marie est enceinte. Celle-ci prétend qu'elle n'a pas compris comment c'est arrivé. Mais Josépha, qui connaît la vie, s'en va avec un sacré coup de cafard. Ne pouvant supporter de vivre seule, elle se marie avec le premier célibataire de Jules. La blessure causée par les événements passés s'est infectée. Elle ne cesse de suspecter son mari et le surveille jalousement. C'est sûr qu'il tourne autour de la Colette. Quel culot! Il ose même lui rapporter de son laurier complètement pourri. Elle en blêmit de rage, rien qu'à l'idée. Il est plus que temps de s'occuper de Colette et de son laurier sauce.